Il y a des moments où la vie nous teste, où tout semble s'effondrer, où les efforts paraissent inutiles, où l'on se demande si l'on est réellement fait pour réussir. Et pourtant, c'est dans ces instants précis que se forge le caractère, que naissent les personnes inarrêtables. Jim Rohn l'a enseigné, la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui triomphent n'est pas la chance, mais la philosophie, l'attitude et la discipline. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui, vous allez découvrir comment adopter l'état d'esprit qui transforme les échecs en puissance et la persévérance en victoire. Échec vs persévérance. Beaucoup trop de gens se laissent définir, ou pire, paralysés, par la simple survenue d'un échec. Dans notre société obsédée par la réussite instantanée, la chute est perçue comme un jugement final, une preuve irréfutable de l'inadéquation ou de la faiblesse. Il voit une porte fermée et conclut que le chemin est terminé. Or, c'est précisément là que la philosophie de Jim Rohn intervient pour opérer une distinction vitale. L'échec n'est pas un verdict permanent sur votre valeur ou votre potentiel, il est, avant tout, un professeur exigeant, un catalyseur de croissance. La différence entre celui qui s'arrête et celui qui devient inarrêtable réside dans l'interprétation et l'usage qu'il fait de ce moment de friction. Celui qui persévère finit toujours par dépasser celui qui, par peur de tomber, n'a jamais osé essayer de marcher. L'échec est le maître le plus honnête que vous rencontrerez jamais, car il révèle avec une clarté brutale ce qui est faux dans votre stratégie, votre plan ou votre exécution. Le succès, paradoxalement, peut masquer les faiblesses, vous permettant de glisser grâce à la chance ou des conditions favorables, jusqu'à ce qu'un obstacle plus grand ne vous rattrape. L'échec, lui, vous force à vous arrêter, à démanteler votre approche et à examiner les fondations. Il vous apprend l'humilité, la résilience et, surtout, l'art de l'ajustement précis. C'est la douleur de l'erreur qui grave la leçon dans votre esprit, la transformant en une connaissance opérationnelle inestimable, bien plus puissante que n'importe quelle théorie lue dans un livre. C'est pourquoi la persévérance est bien plus qu'une simple obstination ou une répétition sans fin d'une même action erronée. Elle est, selon la formule essentielle de Jim Rohn, un cycle de apprendre, ajuster et continuer. La persévérance n'est pas un marathon couru avec des œillères, c'est un processus dynamique de micro-correction stratégique. Vous agissez, l'échec vous fournit des données objectives sur l'inefficacité de votre méthode, vous analysez froidement ces données, vous calibrez votre approche et vous recommencez immédiatement avec une stratégie affinée. Chaque itération vous rapproche non seulement de la solution, mais vous sculpte en une personne plus compétente et mieux préparée pour gérer le succès futur. Chaque revers porte en lui la graine d'un retour encore plus fort, à condition que vous sachiez comment la cultiver. Cette égrène n'est rien d'autre que l'information non traitée contenue dans l'échec. Quand un projet s'effondre, ne vous apitoyez pas sur la perte, faites le bilan des actifs immatériels accumulés, les contacts établis, la compréhension du marché développé, les failles de distribution identifiées ou les lacunes personnelles exposées. Ces éléments, lorsqu'ils sont récoltés et intégrés à la nouvelle tentative, garantissent que le second effort ne repart pas de zéro, mais d'un point de compétence et de connaissance avancé, souvent bien supérieur à celui de vos concurrents qui n'ont jamais eu à faire face à une telle adversité. Le vrai secret est de transformer la déception en une détermination froide, basée sur des données tangibles. Ce mécanisme nous amène directement à la loi de la compensation, un principe fondamental enseigné par Rohn. La persistance constante, surtout celle qui semble ne pas payer dans l'immédiat, est l'investissement le plus sûr. Il y a une période, souvent longue et décourageante, où les efforts déployés paraissent disproportionnés par rapport aux résultats obtenus. C'est la période de l'effort non récompensé. Mais il est crucial de comprendre que ces petits efforts quotidiens, ces ajustements mineurs et ces refus d'abandon s'accumulent silencieusement. Arrive un point de bascule où, soudainement, la récolte dépasse l'effort consenti, car vous avez atteint un niveau d'expertise et de force de caractère que seul le cumul des tentatives peut octroyer. Le succès devient alors exponentiel, le monde vous récompensant soudainement pour la patience et la discipline exercées dans l'ombre. L'obstacle le plus difficile à surmonter dans l'équation échec vs persévérance n'est jamais externe, il est psychologique. C'est le dialogue interne qui sabote le plus grand potentiel. Quand l'échec frappe, la petite voix du doute vous exhorte à la prudence, à la résignation et à l'idée fausse que vous êtes fondamentalement incapable. La persévérance est l'acte conscient de choisir d'ignorer cette voix, de réaffirmer votre engagement envers votre vision, même lorsque les preuves concrètes manquent. C'est le triomphe de la volonté sur la fatigue émotionnelle, la décision de se concentrer sur le plan d'attaque suivant plutôt que sur la blessure de la défaite précédente.
C'est un choix d'attitude renouvelé à chaque lever de soleil, une preuve que votre caractère est plus fort que vos circonstances actuelles. En définitive, la personne qui refuse d'être vaincue voit l'échec non comme le coût de la défaite, mais comme le prix de l'inscription à l'école du succès. Chaque fois que vous trébuchez et choisissez de vous relever, vous n'êtes pas en train d'échouer, vous êtes en train de payer votre scolarité pour le niveau supérieur. Adopter cet état d'esprit signifie comprendre que le vrai secret pour devenir inarrêtable n'est pas d'éviter les chutes, mais de garantir que la chute soit toujours plus courte et le rebond plus élevé que la fois précédente. Le vrai secret de la persévérance réside dans cette philosophie, l'échec est une étape, pas votre destination finale. 2. Comment rebondir après un revers? Quand tout semble perdu, au moment précis où le tapis est tiré sous vos pieds, deux choix fondamentaux, et uniquement deux, s'offrent à vous, se plaindre et s'apitoyer, ou se relever et se battre. La première option, bien que tentante car elle offre un soulagement émotionnel immédiat, est un poison lent qui paralyse l'action et ancre la victime dans la stagnation. Elle transforme l'événement externe, le revers, en une identité personnelle, je suis un échec. La seconde option, celle de l'inarrêtable, est la voie de l'action délibérée, où l'on utilise la force brute de la déception pour catalyser la prochaine tentative. Rebondir n'est pas un acte de magie, c'est un processus méthodique et froid qui commence par un détachement émotionnel rapide et l'acceptation de la leçon contenue dans la chute. Il faut se souvenir de la vérité brutale, le succès appartient sans équivoque à ceux qui ne restent jamais au sol, même face à l'épreuve la plus sévère. L'étape cruciale de l'acceptation ne signifie pas la résignation passive. Elle signifie l'identification précise de la cause, une étape impossible tant que l'ego est encore blessé et réactif. Pour Jim Rohn, l'une des plus grandes erreurs est de blâmer les circonstances, le marché ou les autres. Cela vous prive de votre pouvoir d'agir. Le vrai professionnel regarde l'échec et se demande « Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Où était mon manque de discipline, de connaissance ou de stratégie ?» Vous devez traiter l'échec comme un rapport de données brutes, un feedback coûteux mais essentiel. Coupez court à la narration dramatique, éteignez la voix de la victimisation et mettez votre casquette d'analyste impartial. C'est seulement en assumant l'entière responsabilité du résultat sans culpabilité, mais avec une lucidité totale, que vous récupérez le pouvoir de changer l'issue de la prochaine tentative. Une fois la leçon acceptée, la phase suivante est de reconstruire une stratégie plus solide, ce qui nécessite une analyse chirurgicale, souvent appelée post-mortem du projet. Ne vous contentez pas de dire « j'ai échoué », identifiez le point de défaillance unique. Était-ce une faille dans la planification initiale? Une mauvaise exécution? Un manque de communication? L'échec est rarement monolithique. Il est généralement le résultat d'une petite série d'erreurs accumulées. Le processus de reconstruction doit donc être précis. Pour chaque point faible identifié, vous devez développer une contre-mesure spécifique et quantifiable. Si la discipline manquait, engagez un partenaire de responsabilité. Si la connaissance était insuffisante, investissez immédiatement dans une formation ou un mentorat. Cette reconstruction n'est pas de la simple cosmétique, elle doit créer un système antifragile, un nouveau plan qui intègre l'ancienne erreur comme une immunité future. La clé du rebond réside dans la capacité à transformer l'énergie négative de la déception en une discipline positive. Lorsque le revers vous frappe, la tentation est de s'arrêter pour récupérer. Or, Rohn insistait sur l'importance de maintenir l'élan. La pause doit être courte et dédiée uniquement à l'analyse, pas à la complaisance. Le véritable obstacle après un échec n'est pas la difficulté de la tâche suivante, mais la peur de l'humiliation renouvelée. Pour contrer cela, vous devez vous concentrer non pas sur la taille de l'objectif final, mais sur la qualité et la constance des petites actions quotidiennes. La routine disciplinée est le seul antidote efficace contre le doute qui s'installe. C'est en faisant bien les petites choses que l'on restaure la foi en sa capacité à maîtriser les grandes. Il est fondamental, dans cette phase de reconstruction, de rompre avec la routine qui a mené à l'échec. Si vous continuez à planter la même graine au même endroit, ne vous attendez pas à un arbre différent. Rebondir exige un niveau de créativité et de remise en question que seul l'échec peut provoquer. La question n'est plus « comment puis-je essayer plus fort ?» mais « comment puis-je essayer différemment et plus intelligemment ?» Rohn encourageait à changer l'environnement, les relations ou les lectures, car les gens et les lieux qui vous entourent vous rappellent souvent votre ancienne identité et vos anciennes habitudes.
Pour devenir un gagnant, vous devez éliminer les variables qui vous maintiennent dans le cycle de la défaite et vous immerger dans un nouvel écosystème de pensée et d'action où le succès est la seule issue possible. Le revers vous offre également une opportunité unique de calibrer vos attentes par rapport à la réalité. Le succès est rarement linéaire, et l'échec brutal est souvent le signe que votre calendrier était irréaliste ou que votre estimation des ressources nécessaires était erronée. Le rebond intelligent intègre cette nouvelle information dans le plan futur en établissant des jalons plus petits et plus réalisables à court terme. Cela permet de regagner de la confiance par des victoires rapides et de reconstruire la dynamique. Un plan d'action qui tient compte des leçons de l'échec est intrinsèquement supérieur au plan original qui était basé sur de l'optimisme non éprouvé. C'est la sagesse acquise par la chute qui rend la prochaine ascension non seulement possible, mais beaucoup plus probable. Enfin, l'étape la plus vitale du rebond est la reprise immédiate du mouvement. L'inertie psychologique après un revers est votre plus grand ennemi. Le doute et la peur grandissent exponentiellement dans le vide de l'inaction. Pour briser cette inertie, commencez par une action simple, sans risque, mais symbolique. Cela pourrait être un simple appel téléphonique, la rédaction d'un seul email stratégique ou l'établissement d'une nouvelle routine matinale. Le but n'est pas d'atteindre le succès le jour même, mais de prouver à votre subconscient que vous êtes toujours aux commandes et que le chapitre précédent est clos. Le courage se crée par de petites victoires cumulées. En prenant un pas, même petit, vous commencez à générer de l'élan, et l'élan, c'est l'ami le plus fidèle de la persévérance. C'est l'accumulation de ces petits pas, pris avec une stratégie affinée, qui garantit que la chute passée se transforme en un tremplin imparable vers l'excellence. Un revers n'est pas un mur, c'est une invitation audacieuse à devenir la version supérieure de soi-même. 3. Trouver sa motivation profonde. Il existe deux grandes catégories de motivation, comme l'enseigne Jim Rohn, et la capacité à discerner l'une de l'autre est la première étape pour devenir véritablement inarrêtable. La première est celle qui s'essouffle, elle est superficielle, externe, et dépend des circonstances. C'est la motivation par l'argent facile, la reconnaissance éphémère, la peur d'une date limite ou l'approbation sociale. Elle est puissante au démarrage, mais fragile face à la première tempête. La seconde est celle qui brûle, elle est interne, profondément enracinée, et ne dépend que de vous. C'est la motivation de l'âme, du cœur, celle qui persiste quand tous les résultats visibles sont nuls. Elle ne demande pas la permission pour exister, elle est l'expression de vos valeurs les plus profondes. Comprendre cette dualité est la clé, seule la flamme intérieure peut vous soutenir à travers les longues périodes de travail invisible. La motivation extrinsèque, celle qui s'essouffle, se comporte comme un feu de paille. Si vous travaillez uniquement pour une augmentation, la motivation s'éteindra dès que le chèque aura été dépensé. Si vous courez pour impressionner les autres, l'effort s'arrêtera dès que l'attention se détournera. Jim Rohn soulignait qu'on ne peut pas construire une vie remarquable en étant simplement poussé par la nécessité ou la nécessité de payer les factures, d'éviter la honte ou d'atteindre un objectif imposé. La nécessité vous fait bouger, mais elle ne vous fait pas grandir. Elle maintient le statu quo, mais ne crée pas l'excellence. L'inarrêtable n'est pas motivé par la fuite de la douleur, mais par l'attraction d'une vision supérieure, un moteur bien plus fiable et constant. Vous devez passer du « doit faire » au « veut faire ». La motivation authentique, celle qui brûle, ne vient pas des autres, elle naît de la clarté sur votre propre essence. C'est la réponse viscérale à la question « Pourquoi je veux réussir ?» Cette question ne doit pas générer une réponse logique et froide, mais une réponse émotionnelle et puissante, liée à ce que vous tenez de plus cher. Est-ce la liberté pour votre famille ? La possibilité de créer un héritage qui dépasse votre propre vie ? Le besoin impérieux d'exprimer un talent unique ? Votre pourquoi doit être capable de vous faire pleurer, de vous donner la chair de poule, ou d'éveiller une ferveur inébranlable. Il doit être si grand et si sacré qu'il rende les obstacles, discutés dans la section 2 sur le revers, insignifiants et temporaires. Sans cette connexion émotionnelle profonde, vous aurez toujours une excuse valable pour abandonner lorsque la discipline devient trop lourde ou l'échec trop humiliant. Votre pourquoi est votre bouclier émotionnel et votre boussole de fer. Cette quête de motivation profonde nous mène naturellement à la question fondamentale soulevée par Rohn, qui je souhaite devenir ? La véritable réussite, disait-il, n'est pas ce que vous obtenez, mais la personne que vous devenez dans le processus. Votre vision ne doit pas se limiter à un compte bancaire ou à un titre professionnel. Elle doit être un plan pour votre identité future. Voulez-vous devenir la personne reconnue pour sa discipline inébranlable,
son empathie sans borne, sa sagesse? La motivation profonde est un engagement envers ce futur soi. Chaque action difficile, chaque sacrifice, chaque effort supplémentaire n'est pas vu comme une contrainte, mais comme une brique ajoutée à l'édifice de cette personne idéale que vous construisez. Ce processus de devenir est la source inépuisable d'énergie, car il est impossible de finir de devenir meilleur, c'est un engagement à vie, où le progrès est la récompense elle-même, indépendamment des gains matériels immédiats. Quand vous liez votre succès à vos valeurs fondamentales, vous construisez un réservoir de détermination qui ne se vide jamais. Si l'intégrité est votre valeur suprême, alors chaque décision, même profitable, qui la compromet devient inacceptable. Si l'apprentissage continu est votre valeur, alors chaque échec devient automatiquement une ressource précieuse, comme discuté dans la section 1. La motivation n'est plus un interrupteur on-off que vous devez forcer chaque matin, mais une posture existentielle. Vous n'essayez pas d'être motivé, vous vivez en alignement avec ce qui compte le plus. C'est l'essence du travail sur soi que Ron promouvait. Si vous travaillez plus dur sur vous-même que sur votre emploi, votre motivation devient systémique, et les résultats dans votre emploi suivront inévitablement, car vous n'aurez plus besoin de vous forcer à agir, vous serez la personne qui agit naturellement. De plus, la motivation profonde doit être cultivée quotidiennement par une pratique d'introspection. Jim Rohn encourageait à tenir un journal de gratitude et de désir. Chaque jour, vous devez vous rappeler ce que vous avez, ce pourquoi vous êtes reconnaissant, le carburant de l'appréciation, et ce que vous visez, le carburant de la vision. Cette pratique maintient votre pourquoi frais et pertinent, le protégeant de l'usure de la routine et des bruits ambiants. Le monde essaiera constamment de vous dicter vos objectifs, une nouvelle voiture, des vacances luxueuses. Mais en cultivant votre propre vision, vous vous ancrez dans une direction qui est uniquement la vôtre, rendant les tentations de diversion moins attrayantes et la route difficile plus acceptable. Enfin, l'efficacité de votre motivation profonde se mesure à sa capacité à dépasser la douleur du prix à payer. Tout accomplissement significatif a un prix, souvent payé en heures de solitude, en manque de sommeil, en refus de distraction facile et en sacrifice social. La motivation par l'objectif superficiel « je veux une belle voiture » ne peut pas justifier le coût élevé de la discipline requise. En revanche, la motivation profonde « je veux assurer la liberté et l'éducation de ma famille pour 2 générations » permet de relativiser le prix. La question n'est plus est-ce que ça vaut le coup, mais puis-je me permettre de ne pas le faire? Quand votre pourquoi est plus fort que vos excuses, le confort momentané, la fatigue ou le découragement deviennent des arguments futiles et sans poids. Le feu intérieur vous pousse à traverser l'inconfort parce que l'alternative ou l'abandon de votre vision et de votre futur soi est émotionnellement insupportable. C'est ce seuil psychologique qui rend la personne véritablement inarrêtable. Cultiver la foi dans l'action. L'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre sur le chemin de l'excellence est de confondre la foi avec l'espoir passif. La foi véritable, au sens où Jim Rohn l'entendait, n'est pas d'attendre paresseusement que le succès tombe du ciel, c'est un engagement inébranlable à se mettre en mouvement sans garantie, agissant avec une confiance anticipée dans un résultat positif. C'est la certitude que même si le chemin est encore invisible, le fait d'avancer le fera apparaître sous vos pieds. Jim Rohn résumait cette philosophie avec cette vérité simple, n'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Attendre la perfection est la forme la plus sournoise de procrastination, car elle se masque derrière l'idée de préparation, alors qu'elle n'est, en réalité, qu'une peur de l'imperfection et de l'échec. La foi se cultive en acceptant l'imperfection de l'instant présent et en agissant malgré elle. L'action est le catalyseur essentiel qui transforme le doute en clarté. Imaginez conduire de nuit sur une route de campagne brumeuse, vos phares ne vous montrent que les 30 premiers mètres, mais c'est suffisant pour faire le voyage de 100 km. Vous n'attendez pas de voir la destination finale avant de démarrer, vous faites confiance au processus. L'action est cette lumière qui perce le brouillard mental. À chaque pas, vous obtenez un feedback immédiat et concret qui est 1000 fois plus précieux que des heures de réflexion théorique. Vous ne savez pas si votre produit marchera tant que vous ne l'avez pas lancé. Vous ne saurez pas si vous avez la capacité tant que vous ne vous êtes pas testé. C'est l'action qui, par ses résultats, bons ou mauvais, crée la clarté nécessaire à l'ajustement de la stratégie, comme nous l'avons vu dans la section sur la persévérance. Le progrès nourrit la foi, et le mouvement est la mère du progrès. La foi dans l'action est fondamentalement une question d'auto-efficacité, la croyance en votre propre capacité à réussir une tâche. Et cette croyance n'est pas génétique, elle se construit par des preuves. C'est pourquoi Rohn insistait sur l'importance de faire un pas aujourd'hui, même petit. Chaque petite victoire à finir cette tâche que vous redoutiez, respecter une routine quotidienne,
tenir une promesse faite à soi-même est une preuve irréfutable que vous êtes digne de confiance. Ces petites victoires s'accumulent pour créer un historique de réussite interne, renforçant la conviction que si vous avez réussi cela, vous pouvez réussir la prochaine chose. Cette accumulation de preuves, c'est la foi en action. L'individu inarrêtable est celui qui a un curriculum vitae mental rempli de preuves d'autodiscipline et de victoires mineures. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci, et il se construit uniquement en avançant, pas en réfléchissant. La peur est l'émotion naturelle qui vous pousse à rester dans votre zone de confort. L'action, même tremblante, est l'acte de volonté qui surmonte cette impulsion. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous affaiblissez son pouvoir sur vous. Jim Rohn insistait sur le fait que la timidité est un luxe que le succès ne peut se permettre, elle coûte cher. Agir, c'est choisir le risque gérable de l'échec extérieur plutôt que le risque fatal de la stagnation intérieure. Le courage est une compétence qui s'atrophie sans utilisation et qui ne peut être développée qu'à la frontière de l'inconfort. Par conséquent, l'action est la seule prière que la foi comprend. Pour concrétiser cette foi en action, il est nécessaire d'adopter des rituels quotidiens rigoureux. La discipline, souvent perçue comme une contrainte, est en réalité le gardien de la foi. Les actions que vous entreprenez de manière répétée, qu'elles soient mineures, lire 30 minutes, faire de l'exercice, planifier la journée, sont les fondations sur lesquelles la confiance est bâtie. Rohn disait que la discipline est le pont entre les buts et l'accomplissement. Ce sont ces disciplines invisibles, menées jour après jour, qui créent l'élan qui vous propulsera au-delà des doutes. La foi est la capacité à croire que ces petites disciplines produiront, par accumulation, un miracle. L'inarrêtable n'a pas besoin de motivation spectaculaire, il a besoin d'une routine impeccable qui automatise la foi dans le processus. L'échec, inévitablement, viendra tester votre foi. Mais pour l'homme d'action, l'échec n'est pas un arrêt, c'est une redirection ciblée. C'est le principe du marin qui, face à un vent contraire, n'abandonne pas, mais ajuste ses voiles. La foi se manifeste dans la vitesse à laquelle vous analysez le revers, comme vu dans la section 2, et reprenez votre plan d'action avec une correction. Cette boucle de action, feedback, ajustement, action est le véritable moteur de la foi. Si vous attendez des preuves massives avant d'agir, vous attendrez éternellement. Mais si vous agissez pour générer de petites preuves, vous créez une dynamique auto-renforçante, l'action produit le résultat renforce la foi alimente plus d'action. C'est un cercle vertueux où l'inaction est le seul véritable blasphème contre la foi. Cultiver la foi dans l'action signifie également assumer la position d'apprenti perpétuel. Une personne qui agit avec foi sait qu'elle n'a pas toutes les réponses, mais elle croit en sa capacité à les trouver. Elle n'a pas peur de se tromper, car elle sait que l'erreur fait partie du prix à payer pour l'éducation. Cette acceptation du processus d'apprentissage est la source d'une énergie sans limite. L'inarrêtable ne se demande pas « et si j'échoue », mais « qu'est-ce que je vais apprendre en essayant ?» C'est le changement de perspective qui transforme l'incertitude en aventure et la foi en action en un mode de vie. En somme, la seule façon de prouver que vous croyez en vous est de bouger vos pieds. L'action est le langage de la foi, et c'est le seul langage que l'univers reconnaît comme un engagement sincère envers le succès. 5. L'attitude mentale des gagnants. Jim Rohn l'a souvent répété, la réussite n'est pas déterminée par ce que vous possédez, mais par ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est le résultat direct de votre attitude mentale. L'attitude d'un gagnant n'est pas une simple façade positive ou un optimisme béat, c'est une philosophie de vie, une approche du monde qui transforme fondamentalement la manière dont il perçoit les défis. Pour le gagnant, l'équation est simple, il ne voit pas des problèmes, il voit des possibilités déguisées. Là où le perdant s'arrête devant un obstacle et déplore la difficulté, le gagnant s'exclame « Voilà une occasion de me surpasser et d'acquérir une nouvelle compétence ». Ce filtre mental est la boussole interne qui dirige tous les comportements de succès, garantissant que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est automatiquement convertie en carburant pour la croissance. L'attitude mentale du gagnant se manifeste d'abord par son choix constant et délibéré de la discipline plutôt que le confort. Le confort est le principal ennemi du potentiel. Il offre une chaleur et une sécurité trompeuses qui incitent à la stagnation. La discipline, en revanche, est l'acte de faire ce que vous devez faire, au moment où vous devez le faire, que vous en ayez envie ou non. Rohn l'a clairement énoncé, le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées tous les jours. Cette attitude ne voit pas la discipline comme une punition, mais comme un investissement direct dans sa propre estime et son avenir. Le gagnant choisit la douleur à court terme, l'effort, le sacrifice,
pour garantir le gain à long terme, la liberté, la réalisation de soi, tandis que le perdant choisit le confort à court terme pour s'assurer la douleur à long terme, le regret, l'échec, point. L'inarrêtable possède une attitude axée sur la croissance plutôt que la stagnation. Il vit selon le principe que le talent est moins important que l'effort continu et l'apprentissage permanent. La question centrale de son existence n'est pas « ai-je réussi aujourd'hui », mais « ai-je grandi aujourd'hui ?» C'est la fameuse injonction de Jim Rohn « Travaillez plus sur vous-même que sur votre emploi ». Cette attitude reconnaît que le monde extérieur ne fera que refléter la valeur que vous aurez cultivée à l'intérieur. Si vous ne changez pas, vos résultats ne changeront pas. Le gagnant investit constamment dans son marché personnel et ses compétences, ses connaissances, sa philosophie, s'assurant qu'il est toujours en position d'être payé davantage par le marché, par la vie et par les opportunités qui ne manquent jamais d'arriver à ceux qui sont prêts. Le secret de cette attitude réside dans un esprit entraîné à chercher le positif. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de faire l'autruche, mais de choisir l'angle de perception le plus productif. Face à une déception, l'esprit du gagnant ne s'attarde pas sur la perte, l'échec, mais bascule immédiatement sur le gain, la leçon, l'information cruciale. Il pose la question la plus puissante qui soit, qu'est-ce qui est bien dans cette situation, ou qu'est-ce que cet échec m'oblige à faire différemment pour réussir la prochaine fois? Cette recherche active du positif est un exercice de volonté qui, pratiqué régulièrement, transforme le cerveau en un puissant outil de résolution de problèmes. Le pessimiste voit une difficulté et s'y noie, l'optimiste pragmatique voit une difficulté et y trouve le chemin de la piscine. L'attitude des gagnants est profondément liée à leurs ressources et à l'esprit d'entreprise. Face à un manque de ressources, argent, temps, contact, le perdant se plaint « je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas X ». Le gagnant se dit « comment puis-je le faire sans X » ou « comment puis-je créer X ?» Il refuse d'être défini par ses limitations actuelles. Cette mentalité est incarnée par la phrase « je trouverai toujours un moyen ». C'est une déclaration de souveraineté personnelle qui affirme que la solution réside toujours dans l'ingéniosité et l'effort personnel, et non dans l'attente d'une aide extérieure. L'attitude de vainqueur est celle qui considère les contraintes non comme des blocages, mais comme des paramètres pour la créativité. Moins vous avez, plus vous êtes obligé de devenir intelligent, et l'inarrêtable voit cette obligation comme une chance. Il est crucial de comprendre que cette attitude doit être jalousement gardée. Jim Rohn mettait en garde contre les mauvaises herbes qui poussent dans le jardin de l'esprit. L'attitude est sensible à son environnement. Si vous vous entourez constamment de personnes cyniques, négatives, qui voient des problèmes partout et blâment les autres, leur philosophie finira par déteindre sur vous. Les gagnants choisissent soigneusement leur association, ils cherchent des mentors, des pairs qui les tirent vers le haut, des livres et des informations qui inspirent la croissance. L'alimentation de l'esprit est aussi vitale que l'alimentation du corps. Une attitude positive et constructive est le résultat d'un régime mental strict, où la pensée est régulièrement élaguée des doutes, des plaintes et des jugements qui ne servent à rien. Finalement, l'attitude mentale des gagnants est l'expression d'une foi inébranlable en leur propre potentiel d'amélioration. Ils ne croient pas au destin figé. Ils sont convaincus que tout ce qui est excellent est le résultat d'un travail acharné et intelligent, et que si d'autres ont réussi, ils le peuvent aussi. Cette croyance est la fondation de tout. Si vous croyez que vous ne pouvez pas changer, alors, par un mécanisme d'autoprophétie, vous ne changerez pas. Si vous croyez que vous êtes capable de devenir meilleur, plus discipliné, plus intelligent que vous ne l'étiez hier, alors vous êtes déjà sur la voie des gagnants. C'est l'attitude qui dit « Je suis responsable de mon succès, mais surtout de la personne que je deviens pour l'atteindre ». Et cette attitude, une fois adoptée, ne peut être arrêtée que par un manque de volonté ou une chose que l'inarrêtable a éliminée de son vocabulaire. Vous avez maintenant les fondations pour devenir inarrêtable. Souvenez-vous, l'échec n'est qu'un chapitre, pas l'histoire. Chaque jour est une opportunité d'avancer, d'apprendre, de devenir plus fort. Adoptez la philosophie de Jim Rohn, travaillez plus sur vous-même que sur tout le reste, et le monde s'ouvrira. Si cette réflexion vous inspire, continuez cette quête. Le succès vous attend, et il n'attend que vous.